never feel happy. Never feel happy. No, you won't. Until you try. You never feel happy. Vivre avec le VIH, c'est maintenant l'émission d'1 heure chaque semaine pour parler des questions qui comptent dans la vie des séropositifs et de ceux qui les aiment, mais aussi pour parler de santé sexuelle et de prévention. You never feel happy until you try. Never feel happy until you try. You never feel happy until you try. Never feel happy until you try. Au micro, Valentine. Alors aujourd'hui, on va parler de greffe solidaire entre personnes séropositives au VIH, pourquoi c'est nécessaire, et le combat du collectif TRT5-CHV pour qu'elle soit autorisée en France. Si vous avez une question ou vous voulez réagir à l'émission, appelez-nous au 01 40 40 90 25, laissez-nous un message sur notre site comitedesfamilles.net ou passez par nos réseaux sociaux, sur Twitter, le compte @VIH Radio et notre page Comité des Familles sur Facebook. N'oubliez pas non plus que toutes nos émissions sont disponibles en podcast sur notre site, sur Audioblog, Spotify et Apple Podcasts. La greffe solidaire, c'est le fait de donner ou recevoir des greffons entre personnes vivant avec le VIH. Ce projet, il vient des États-Unis, il a été testé dans d'autres pays comme l'Afrique du Sud ou la Suisse et il était interdit en France jusqu'en 2021. Son autorisation, on la doit en partie à l'action du TRT5-CHV. C'est un organisme, un collectif interassociatif qui porte la parole des personnes vivant avec le VIH et des personnes concernées par les hépatites auprès des organismes de santé et des laboratoires. Vous allez entendre Marianne Lenaf qui fait partie du TRT5-CHV. Nos échanges ont eu lieu le 9 février dernier et elle va nous expliquer ce qu'est la greffe solidaire. Bonjour Marianne, je vais te laisser d'abord te présenter et expliquer à nos auditeurs et auditrices pourquoi tu es là aujourd'hui et le sujet sur lequel on va discuter aujourd'hui. Alors, bonjour, je m'appelle Marianne Lenaf. Je suis membre avant de 2 collectifs qui étaient séparés. C'était le TRT5 qui est plus VIH, un collectif de plusieurs associations. Oui. Et donc qui milite pour le droit et les intérêts des personnes VIH. Et puis, un peu plus tard, il y a eu la création du CHV, collectif hépatite virale, qui fait la même chose, mais pour les hépatites virales, augmenter le dépistage, avoir accès au traitement VHC, surtout les nouveaux, là, ceux qu'on a eus depuis 2014-2015. Oui. Voilà. En 2019, ces 2 collectifs se sont réunis. Moi, j'étais dans les 2. Et donc, depuis très longtemps, il y a un sujet que nous portons, d'abord par le CHV, puis par le CHV et le TRT5. Oui. C'est ce qu'on appelle la greffe solidaire, on l'a appelé comme ça. C'est-à-dire, ce serait de prélever des organes sur des personnes séropositives décédées, alors pas de cancer, pas d'infection, et les greffer à des gens, pareil, des personnes vivant avec le VIH, qui sont en attente de greffe, foie, surtout rein, au lieu de ne pas s'en servir, quoi, parce que ça fait depuis des années, nous, en tant que personnes vivant avec le VIH, on n'a pas le droit de donner notre sang, on n'a pas le droit de donner nos organes. Et moi, je sais qu'avant, je donnais mon sang avant d'être séropositive et j'avais une carte de donneur d'organes. Bon, à partir du moment où tu as le VIH, tu ne serves plus à rien. J'ai gardé par sentimentalité, mais c'est tout. D'accord. Donc, tu m'as envoyé beaucoup de documents pour que je puisse préparer cette interview. Et de ce que j'ai vu, c'est que l'interdiction des greffes d'organes provenant de patients séropositifs au VIH, ça date de 88. Donc, oui. C'était interdit en France puisque depuis 2021, ça ne l'est plus. Ce que je voudrais savoir, c'est que pourquoi pendant des années, ça a été impossible en France
de recevoir ou de donner des organes quand on vivait avec le VIH? À cause de lois, il y avait une loi justement qui interdisait de le faire. En 2011, moi, j'ai vu un article dans le Courrier international qui s'appelait Séropositif, mais donneur d'organes. Parce que en Amérique, aux USA, ils étaient en train de réviser leur loi à ce sujet. Ils avaient la même. Oui. Mais en 2011, ils ont changé cette loi. Ils ont fait toute une estimation, toute une énorme étude montrant que ça serait environ 600 organes qui seraient récupérés chez des personnes VIH décédées, Oui. alors d'accidents de la route, d'un AVC, arrêt du cœur. Il ne faut pas que ce soit le cancer ni des infections. D'accord. Voilà. Et donc, j'ai lu ça, je me suis dit, mais Yann, c'est super, pourquoi on ne le fait pas en France? Et c'est parti de là. À D'accord. force d'en parler, les autres ont commencé à s'y intéresser. On a demandé rendez-vous à l'ABM, qu'on a dû avoir, on a dû avoir déjà un rendez-vous à l'ANSM, parce qu'une partie de l'interdiction venait aussi d'eux. On a commencé à avoir des rendez-vous. L'idée a fait son chemin très lentement. Et puis à l'ABM, on nous a dit à un moment donné, il faut le faire, si vous voulez, avant qu'on révise la loi de bioéthique qui régit toutes les greffes à l'ABM. Voilà. L'ABM, Donc, ça a été très long. Les médecins, nos infectiologues n'étaient pas très chauds. Ça a changé, là, ils commencent à être plus réceptifs à l'idée. Déjà, il y a eu un arrêté annoncé d'ailleurs par Olivier Véran en juillet 21 qui l'a permis. Donc, vous voyez, il s'est passé 10 ans entre les deux. Entre la première lecture et interpellation sur le sujet et puis l'accord. Et à l'époque, les infectiologues et les personnes qui étaient réticentes à cette autorisation, elles l'expliquaient comment? Les infectiologues, alors j'ai eu tout, hein. J'ai eu les organes vont pas être bons, les vaisseaux des reins vont être trop abîmés, parce que c'était une époque où on prenait des ARV qui donnaient quand même plus d'effets que ceux de maintenant. Les ARV, pour préciser aux gens qui sont peut-être pas... Ah oui, les antirétroviraux Voilà, pour contrôler le VIH. Hein. Vous savez qu'on prend ces médicaments tous les jours. Hein. On n'est pas guéri. Le virus est contrôlé. Il reste sous un seuil de base. Et d'ailleurs, c'est ça qui permet, quand le virus est contrôlé, de ne plus transmettre sexuellement le VIH. Je le glisse au passage, c'est toujours important que des gens le savent. C'est ce qu'on appelle U égale U ou I égale I en français. Indétectable égale intransmissible. Du coup, pour revenir sur ce que tu disais, certains infectiologues pensaient que l'action de ces traitements impactait les organes qui auraient pu être prélevés, c'est ça? Il y avait ça. Après, on m'a aussi parlé de surcontamination. C'est-à-dire qu'en 2011, il y avait quand même des gens qui échappaient au traitement. Alors, soit par mauvaise observance, c'est-à-dire qu'ils prenaient mal leur traitement. Oui. Moi, j'en ai connu. Hein, je bossais chez un médecin qui faisait du VIH à un moment donné. Et il y avait quand même pas mal de gens qui ont beaucoup de problèmes à prendre leur traitement tous les jours. Et soit des virus beaucoup plus virulents. Alors, avec les années, on a eu plus de traitements, dont certains sont plus... c'est pas qu'ils sont plus efficaces, mais ils ont une résistance aux mutations du virus. D'accord. Le virus ne peut muter, le médicament marche toujours. D'accord. Donc voilà, certains avaient peur de cette surcontamination, et puis on a vu avec le temps que c'est pas vrai. Si tout le monde est indétectable, aussi bien le donneur que le receveur, VIH, il n'y a pas de souci il n'y a pas ce souci de ce qu'on appelle de surcontamination. D'accord. Et donc, pour justement avoir ces réponses-là, le TRT5 et le CHV, vous avez demandé des études, c'est ça? Alors, on a demandé plutôt que ce soit autorisé par la loi et qu'ensuite, il y ait, alors là, ça serait peut-être par l'ANRS, une espèce de protocole expérimental, comme ils ont fait pour la co-infection. Pendant longtemps, dans le VIH, on ne pouvait même pas être greffé puisqu'on pensait
Tout le monde pensait qu'on allait mourir. Et je crois que c'est un peu avant les années 2000, il y a eu un protocole expérimental, justement aussi avec un pied dans la NRS, qui était de greffer les co-infectés, c'est-à-dire ceux qui avaient VIH et VHB ou VIH et VHC. Comme le VHC ne se guérissait pas aussi facilement qu'avec les traitements de maintenant, avant, beaucoup faisaient l'interféron pendant un an et demi. Quand on était co-infecté, c'était 1 an et demi le traitement interféron ribavirine avec des fortes doses, mais ça marchait qu'à même pas 50%. Donc, ces gens-là, la cirrhose avançait due à leur VHC. Oui. Et normalement, des fois, il fallait les greffer. Et puis, les médecins n'avaient pas le droit. Et ils ont lancé ce protocole expérimental qui a donné de bons résultats, de meilleurs résultats dans le VHB, la co-infection VIH et VHB, oui, que VIH et VHC. Mais ça s'est fait quand même. Et donc, ensuite, ça a été autorisé, les greffes pour les porteurs du VIH, foie et rein, mais avec des organes de séronégatifs décédés. D'accord. C'était pas encore avec des organes prélevés chez des personnes qui vivaient avec Non. le VIH. En France, ça ne s'est jamais fait, en vrai. Toutes les expérimentations qu'on a, qui ont bien marché, viennent de l'étranger. Oui. Les premières qu'il y a eu, c'est en Afrique du Sud. Oui. 2 personnes qui devaient être greffées du rein. Alors là, ils ont pris des organes décédés de personnes séropositives, tout bêtement, parce qu'en Afrique du Sud, on n'a toujours pas le droit de greffer les personnes séropositives. Donc là, pour eux, ça valait le coup d'essayer. De toute façon, sinon, ils n'auraient pas eu de greffe. Oui. Et ça a bien marché. Ensuite, donc en Afrique du Sud, ils ont toujours la même loi, si j'ai bien compris. Et il y a eu d'autres greffes ensuite qui ont bien marché. Ça, c'était en 2008. Et en 2017, j'avais vu qu'en tout, il y a eu 27 greffes de rein qui ont eu lieu en Afrique. Et donc, qui ont fonctionné. Qui ont fonctionné. Alors bon, souvent, les greffés ont une espérance de vie un peu moins longue. Oui. Déjà, on doit prendre des immunosuppresseurs. Et des fois, il y a des rejets tardifs de greffe. Ils sont plus fragiles. Par exemple, là, je vous donne un exemple vis-à-vis du Covid. Ils sont très, très fragiles. Ah oui. Ceux qui chopent, souvent, le vaccin chez eux marche très mal, donne très peu d'anticorps. Et là, moi, je connais quelqu'un qui vient de mourir, qui avait été greffé il y a 2 ans, après avoir attendu 10 ans sa greffe de rein, et il vient de mourir du Covid. Oui. Et, ou d'une thrombose après le Covid, enfin, je ne sais pas trop. Ils ont une immunité beaucoup plus… Voilà. Et il avait eu 4 doses de vaccin et ça n'a pas très bien marché. Donc, pour vous dire que la greffe, c'est un sujet complexe. Oui. Et ce n'est pas parce qu'une fois qu'on est greffé qu'on est sorti complètement d'affaires vis-à-vis des infections, vis-à-vis de pas mal de choses. Et puis, il faut prendre toujours ces immunosuppresseurs tous les jours, comme on prend son traitement antirétroviral. Les 2 sont importants. Oui. Voilà. Après, il y a eu d'autres expérimentations. Il y en a une en Suisse. Oui. Alors, en Suisse, le don d'organes entre personnes séropositives est autorisé depuis 2007. Par contre, ça n'avait jamais été fait non plus jusqu'en 2015. Et là, il y a eu une greffe 2 fois entre patients séropositifs, un qui est décédé, bien sûr, alors peut-être d'un AVC, je ne sais pas trop. Et en 2015, un foie d'un séropositif a été greffé à un autre séropositif. Et toi, tu aurais une explication à nous donner sur le fait que c'est autorisé, mais pourtant derrière, en Suisse et en Afrique du Sud, c'est pas quelque chose qui est fait tout de suite ou de manière importante. Bon, en Afrique du Sud, c'est autre chose. C'est parce que la loi n'autorise toujours pas à greffer les séropositifs. D'accord, oui. Donc là, ils le font, c'est un peu comment on pourrait dire ça, du compassionnel. C'est ça ou rien, il n'y a pas le choix. D'accord, oui. Mais en Suisse, je suppose que c'est comme en France, la réticence des médecins, des transplanteurs, des infectiologues, en se demandant si l'organe va être bon, surcontamination. En 2007, on parlait beaucoup de surcontamination. Oui. Mais je crois que c'est un peu comme en France, la réticence des médecins, peut-être la réticence des personnes
qu'on va transplanter. Nous, on a fait un sondage avec tout sur cette histoire en 2014, Oui. un sondage qu'on avait mis en ligne sur nos sites, que Séronet et les autres associations avaient relayé. Oui. On a eu 130 réponses, je crois, ou à peu près. On demandait si vous décédez brutalement, est-ce que vous donneriez, vous seriez d'accord pour donner vos organes à un autre séropositif? Et on demandait si vous avez besoin d'une greffe, est-ce que vous accepteriez un organe d'un séropositif? Alors, pour la première question, il y avait plus de 88% de gens qui étaient d'accord pour donner leur organe s'ils décédaient. Mais pour avoir une greffe avec un organe séropositif, il n'y en avait plus que 77. Vous voyez la nuance? Oui. Il faut aussi qu'il y ait un patient qui accepte cet organe. Mais du coup, pour l'accepter, il faut qu'à côté, le médecin l'informe sur… Et puis, il faut que le médecin soit convaincu au départ. S'il ne l'est pas, la personne ne va pas l'être non plus. Hein. On joue sa vie dans l'histoire. Et bon, mais c'est pour dire que ça fait son chemin. Oui. Et aux dernières nouvelles, la personne allait bien. Donc, il y en a eu d'autres après, mais toujours à l'étranger. Hein. Oui. Après, il y en a une autre en mars 2016 à Baltimore. Oui, donc aux États-Unis. Pareil, une personne décédée, VIH, qui a donné son foie et qui a donné son rein à deux personnes différentes. Et les deux personnes allaient bien. Alors, bon, des fois, on ne sait pas derrière s'ils sont encore vivants, hein, mais on peut le supposer. Hein. Et puis, il y en a eu une autre en Afrique du Sud. C'est une mère qui a donné de son vivant une partie de son foie, une mère séropositive, à son fils séronégatif, là, parce qu'il ne trouvait pas de greffe. Et on peut donner un bout de son foie, et c'est plutôt pour les enfants. On donne le plus petit lobe, et puis le foie se régénère, aussi bien pour l'enfant que pour la maman. Alors, c'est souvent un parent qui donne un bout de son foie à son enfant quand il y a besoin. Et dans ces cas-là, il n'y a pas de risque d'infection au VIH? Eh bien, l'enfant a pris des antirétroviraux. Un peu comme quand la mère est séropositive, c'est pareil, qu'elle attend un enfant, on donne des antirétroviraux au bébé. On en donne en perfusion pendant l'accouchement et on en donne au bébé. Alors avant, c'était 8 semaines, 2 mois. Maintenant, c'est plutôt 1 mois. Ça dépend des pays, des équipes. Lui, à mon avis, il en a dû prendre même plus que 2 mois. Hein. Oui. Mais en tout cas, il n'a pas chopé le VIH puisqu'il a eu ses traitements. C'est comme un TPE qu'on fait en cas d'exposition sexuelle ou professionnelle. On prend 1 mois d'antirétroviral. Oui. D'antirétroviraux, pardon, et en général, je crois qu'il n'y a jamais eu d'échec. Oui. Et du coup, il a fallu attendre 2021, donc c'est l'année dernière, pour qu'il y ait un arrêté qui autorise cette greffe solidaire. Alors, on relançait régulièrement l'ABM, l'Agence de biomédecine, celle qui est en charge de toute la greffe en France, toutes les greffes, et de tous les organes. Hein. Et puis, on relançait la NSM. Moi, je continuais à en parler avec des médecins. Alors, ceux qui étaient les plus partants, c'était des hépatologues. Oui, pourquoi? Certains en ont même parlé. Et ils ont dû aussi en parler à l'ABM. Et ça a fait un peu son chemin. Au début, c'était assez réticent. On nous disait, pour quelques fois, quelques reins, est-ce que ça vaut le coup de changer la loi? Mais ça a été fait. On n'a pas lâché. Ça a été long, ça a progressé par petits bonds. Et des fois, entre 2 bonds, il ne se passait rien pendant 2 ans. Hein. Mais parce que, est-ce que le nombre de personnes vivant avec le VIH qui avaient besoin d'une greffe était important en France? Il y en a, et puis on sait qu'ils n'ont pas tout à fait le même accès. Il y a même eu des études, des abstracts là-dessus. On sait que la greffe est souvent un peu plus retardé par rapport aux séronégatifs. Alors, c'est pareil, c'est toujours réticence des médecins. Bon, déjà, c'est pas les mêmes médecins que nos infectiologues. Donc, s'ils considèrent que la personne n'est déjà pas très observante avec son traitement, il y en a qui pensent comme ça, hein, on le sait. Hein.
Parce ils sont réticents parce qu'ils ont peur que derrière, les personnes ne prennent pas Voilà, ne prennent le pas les traitement. Et immunosuppresseurs. d'accord, Il y en a qui se disent carrément que ça vaut pas le coup, hein. pas le Alors, coup. surtout si la personne est étrangère. Nous, on a eu un cas comme ça à Arcat, c'est mon association, et il a fallu accompagner une dame qui était, alors c'était une trans thaïlandaise qui parlait très mal le français, et le toubib ne voulait pas la greffer, hein. Il a fallu qu'on remonte jusqu'au chef de service de l'hépatologue pour qu'il lui ordonne de le faire, hein. Ah Et elle oui. a été greffée. Ah oui. Mais là, Tout ça, derrière, là, c'était carrément une espèce de racisme et pas de la transphobie. d'anti-trans, mais le fait qu'elle parle mal le français. Oui, Et une c'était. de mes collègues l'a accompagné et il s'est bien fait engueuler, quoi, après les pathologues. Bah oui, c'est un mélange de transphobie, de racisme. Tout ça, voilà. Des fois, je te dis qu'elle parlait mal le français. Bon, une greffe, ça coûte cher, c'est vrai. Oui. Mais elle vivait en France depuis assez longtemps. Elle prenait bien son traitement antirétroviral. Ses résultats étaient bons. Elle avait de l'acide, c'est-à-dire qu'on a du liquide dans le ventre. Ça fait comme un ventre de femme enceinte, mais c'est du liquide qu'il faut ponctionner. D'accord. Et il l'a laissé comme ça traîner pendant presque 2 ans. Elle aurait pu être greffée 2 ans avant, Ah oui. Oui, donc ça, jusqu'à qu'elle vienne nous voir, orientée par un ami. Enfin bon, des fois, c'est un peu, on ne sait pas trop qui. Mais c'est pour vous dire qu'il y a des toubibs qui ont des préjugés. C'est pas des préjugés, quoi, voilà. oui. Et préjugés, c'est dur à enlever, hein. Ouais. Et donc, en France, c'est pareil. Tous ces préjugés, il y en a plein sur les étrangers, ils estiment comme ça en te regardant que tu n'es pas observant, alors que souvent, c'est pas vrai, quoi. Oui. Et puis que la vie de la Enfin, personne est en jeu. oui. Alors, en France, ça n'a toujours pas été fait parce que l'ABM est en train l'agence de biomédecine, là, qui s'occupe des greffes, Oui. est en train d'évaluer quels critères il faut mettre. Parce qu'aux États-Unis, ils ont le droit, là, donc depuis 2015, à la suite de cette grande étude estimative, parce qu'aux USA, c'est pire que chez nous, hein. Les gens en attente de greffe, il y en a beaucoup. Il y a moins de dons d'organes à cause de religion, souvent. Ah oui, c'est beaucoup plus compliqué et C'est plus compliqué que chez nous. moins Et démocratisé. j'ai pas compris. J'ai dit c'est moins démocratisé qu'en France. Oui, alors ils sont vraiment à court de greffons. Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu as lu toute cette longue étude en anglais, là. Ouais. Alors Eh ben, à la fin, ils proposent de donner aussi les organes de séropositifs à ceux qui n'ont pas d'assurance maladie et qui ah sont oui. séronégatifs, hein. Ah oui, ok. Alors, je ne sais pas si ça a été fait, mais ils le proposent carrément à la fin de cette étude qui date de 2011. À quel point ils sont en manque Ils de sont en manque donneurs. d'organes. Alors, il y en a beaucoup qui ils vont en Chine et ils font des greffes clandestines, hein. Énormément d'Américains qui font ça Ouais. Et parce qu'ils ont le temps de mourir largement sur la liste d'attente, hein, puis le trafic du trafic. d'organes Ouais. là-bas est énorme aussi, est beaucoup plus important. Et du coup, en France, ça a toujours été pas, enfin, ça n'a toujours pas été Non, fait. mais ça va se faire. Ça va se Alors, ce faire. qu'on voudrait, c'est qu'il y ait pareil, une espèce de protocole expérimental. Il y a Ouais. eu la même chose pour le VHC et le VHB. Donc, je précise juste pour ceux qui ne savent pas forcément, VHC, c'est le virus de l'hépatite C, VHB, c'est le Ah virus de oui, pardon. l'hépatite. Non, non, c'est pas grave, je Et précise. il y a eu des protocoles expérimentaux parce que c'est pareil, quand quelqu'un décède, on lui fait tous les dépistages par des tests rapides Oui, et sur toutes ces maladies transmissibles, hein, par le sang et donc par les organes. Donc on lui fait le VIH, hein, c'est le plus important, mais on lui fait aussi le VHC et le VHB. d'accord. Alors, le VHB, ça se contrôle relativement bien avec du tenofovir, tout bêtement. C'est-à-dire que c'est aussi comme c'est un antirétroviral, mais qui marche aussi sur l'hépatite virale B. D'accord. Et puis le VHC, maintenant, on sait les traiter en souvent un petit mois ou 2 mois de traitement qui sont plus les mêmes, c'est plus de l'interféron
qui rendait un peu barjot, hein, l'interféron. Ça dépendait des gens, mais beaucoup. Moi, je l'ai fait, hein, l'interféron. J'avais une hépatite C. Et à un moment, il a fallu que je me traite. Les nouveaux traitements n'étaient pas encore arrivés. Donc, j'ai fait ça en 2007. Et je dormais plus. Plus du tout. C'est le seul moment de ma vie où j'ai pris des trucs pour dormir. J'étais obligée, hein, je dormais plus. Ah oui, les effets secondaires étaient beaucoup plus Voilà. Il y en a qui lourds. deviennent carrément barjots avec Ouais, l'interféron, parce que ouais. ça agit. Il y a de tout, quoi. Et puis ça D'accord. fatigue beaucoup. Donc maintenant, on a des traitements oraux. C'est un cacheton par jour pendant un mois ou 2 ou 3 pendant, pareil, soit un mois, soit 2 mois. Et hop, fini le VHC, quoi. Oui, parce que Et ils sont bien, en général, assez bien supportés. oui, parce que pour rappel, l'hépatite C, le traitement permet de guérir de la maladie, contrairement aux IST comme le VIH ou l'hépatite B. Alors, c'est pas que des IST, hein, puisqu'on les attrape Oui. aussi Il y a d'autres par échange modes de seringues, de la mère à l'enfant aussi, hein, bien sûr. Pas à chaque fois, mais souvent le VHB, il y a beaucoup d'Africains qui l'ont depuis la naissance parce qu'elles ne prennent pas de traitement pendant la grossesse. Normalement, le traitement pour l'hépatite B, on ne le prend pas toute la grossesse, on le prend au dernier trimestre. Et ça suffit pour que l'enfant ne naisse pas avec. D'accord. Il y a Voilà. aussi Donc, il y a eu ce qu'on appelait un dispositif dérogatoire pour d'abord le VHC, puis le VHB. Au début, il le donnait à ceux qui avaient aussi le VHC ou le VHB. oui. Et puis, certains un peu plus audacieux, quand ils n'arrivaient pas à trouver un greffon pour leurs patients, parce qu'il y a que ce soit le rein, le foie, alors il faut avoir le même groupe sanguin. Pour le rein, c'est plus compliqué, il faut avoir le même groupe HLA, qui ont utilisé des organes qui n'étaient pas tous d'ailleurs infectés, mais il suffit que la personne ait des anticorps pour qu'on pense qu'elle l'a eu. Donc, ce qui complique beaucoup plus les choses. Oui, mais souvent, le greffon n'a rien et puis la personne a éliminé la maladie toute seule. Mais du coup, le fait que ce soit maintenant autorisé en France, c'est quand même une bonne nouvelle. Ah, c'est une très bonne nouvelle. Ils Quels sont en seraient... train de revoir tous les critères, c'est-à-dire que le donneur doit avoir une charge virale indétectable, ils vont machiner l'âge, puisqu'on estime, alors c'est un peu vieux, comme on estimait à un moment les séropositifs leurs organes avaient en gros 10 ans de plus que leur âge physiologique, à cause d'un long moment sans traitement. Et les premiers traitements qui sont arrivés, ils amibaient beaucoup, hein. Ouais. Ils abîmaient les reins, là je pense au crypsivant, ils pouvaient abîmer le foie, les vaisseaux, ils étaient très surdosés aussi. Et alors oui, la charge virale était indétectable, mais les gens pouvaient en être tout déformés, quoi. Oui, je vois. On a eu les lipodystrophies, on a eu... tout ça, c'était avec les premiers traitements. Alors, bien sûr, qui nous ont permis de survivre, hein, mais qui étaient assez difficiles à prendre. Il y en avait beaucoup. Enfin, bon, maintenant, ce n'est plus le cas. Quasiment tout le monde, quand il prend un traitement, est indétectable parce que la science a avancé, la recherche a avancé et on a de meilleurs traitements qu'on peut même alléger souvent quand les résultats sont bons. Il faut toujours voir ça avec son médecin, hein. Et ces traitements, du coup, ils abîment beaucoup moins, voire plus du tout les organes. Ils abîment moins. Ils abîment moins, d'accord. Ils abîment moins. Alors bon, il reste toujours un petit doute. Moi, c'est une néphrologue qui m'avait dit ça, une néphrologue que je voyais au rapport d'experts. Une Elle néphrologue, m'avait dit, ceux que je vois, une néphrologue, c'est qui soigne les maladies des reins. Et elle m'avait dit, moi, tous ceux que je vois, les vaisseaux de leurs reins sont très abîmés. Et donc, quand on fait une greffe, on doit recoudre ces vaisseaux aux vaisseaux de celui qu'on greffe. oui, d'accord. À C'est la un peu comme différence, de la couture, hein. De la chirurgie, c'est un peu de la couture, hein. ce qui n'est pas le cas quand on fait une greffe entre deux personnes séronégatives dont les intestins, enfin, Ça arrive, hein. Ici, en France, à un moment, le plus âgé des donneurs avait quand même 93 ans. Oui, donc forcément, ces organes n'étaient Ça pas... s'est fait, hein. Ouais,
Et ces organes ne sont peut-être pas aussi frais qu'un mec qui se tue en scooter et qui est tout beau, tout propre, quoi. Ces organes sont pas abîmés. Donc, il y a tout, hein, et il arrive qu'on trouve que le foie… Alors, la personne avait donné avant, avait une carte de donneur ou avait dit à sa famille qu'il était d'accord pour donner ses organes. On découvre que le foie est plein de graisse. Ça arrive aussi. Ou on lui découvre une tumeur, des fois, dans le foie, qui fait qu'on peut pas… ou dans le rein, qui fait qu'on peut pas le… il s'en passe des choses, hein. Oui, mais ça concerne toutes les personnes, peu importe leur statut sérologique. Oui, oui. Pour dire que des fois, la greffe ne se fait pas à cause d'un truc qu'on trouve quand on Oui. ouvre la personne décédée qui voulait bien donner ses organes, quoi. Tu disais que ça allait se faire. C'est déjà, tu sais si c'est déjà programmé et les médecins attendent juste les critères ou pour l'instant, Ils peaufinent les critères. C'est ce qu'on nous a dit. On a eu une réunion, là, je crois que c'était en décembre, hein, à la fois avec la NSM et la BM. La NSM, c'est l'agence du médicament. La BM, c'est l'agence des greffes. Oui. Ils peaufinent les critères. Ils vont comparer aussi avec les critères retenus aux USA. Oui. Par exemple, le donneur décédé doit devoir aux USA. Hein. Bon, la première condition, c'est qu'il doit avoir une charge virale indétectable, il doit avoir moins de 70 ans, ne pas avoir de comorbidité trop importante, hein, c'est-à-dire ne pas avoir de cirrhose ou ne pas avoir le diabète. Le diabète est une maladie qui, justement, peut abîmer les vaisseaux, la circulation, les vaisseaux. Donc, ils peaufinent ces critères, ils se mettent d'accord. Après, tout ça prend du temps, il faut que ce soit publié, gna, gna, gna. Nous, on voudrait que la NRS fasse comme pour le VHC ou fasse une espèce de cohorte expérimentale. Oui, oui, c'est ce Et que… puis, il faut que ça fasse son chemin dans la tête des transplanteurs, dans la tête des infectiologues. Mais c'est déjà le cas, parce que là, la SFLS a été contactée par la BM et il n'y a pas eu le rejet que moi j'ai eu. À chaque fois, on me regardait comme si j'étais folle, hein, franchement. Hein. Ah oui. À part quelques-uns qui connaissaient même ce qui avait été eu lieu en Afrique du Sud. Mais ça, c'était surtout les transplanteurs. Les autres, ils ne connaissaient pas vraiment, quoi. Ça veut dire que même aujourd'hui, si c'est autorisé, si les critères sont établis, qu'au niveau de la loi, tout est propre, on va dire, il faudra derrière forcément jouer sur l'information parce que il y a des médecins qui risquent de ne pas vouloir le faire parce qu'ils ne sont pas assez informés ou parce que ils ont des préjugés comme Oui, tu je nous as pense, donné oui. l'exemple avec cette patiente. Donc, c'est pour ça que s'il y a un protocole expérimental, je pense qu'il y aura moins de rejets. Puis ça veut dire au moins qu'il y a certains médecins qui s'occupent du sujet, qui le prennent en main, si on peut dire. Et à mon avis, il y a plus de chances que ça marche quand ça se fait comme ça. Et il y aura quelque chose de concret, de scientifique, entre guillemets, à leur montrer pour… Oui. Et puis, un encadrement rassurant. Oui. Par exemple, si c'est la NRS et la BM, l'agence des greffes, c'est un environnement rassurant plutôt que de se lancer tout seul dans son coin. Oui, oui, je vois. Est-ce qu'aujourd'hui, on sait combien de personnes vivant avec le VIH sont en attente de greffe et du coup pourraient être bénéficiaires de ces greffes? Alors, je sais qu'aux USA, c'était pas mal. Et en France, alors on avait regardé à un moment donné, une cinquantaine par an. C'est surtout le rein. D'accord. C'est là où il y a le plus de manque. C'est là où on attend le plus longtemps. Et ces patients-là, ils sont au courant de ce projet de greffe solidaire? Certains, oui. D'autres, on ne peut pas les contacter. Hein. Les médecins ne donnent pas leur numéro. Oui, bah évidemment. Moi, il y en a un qui m'avait contacté, qui disait que voilà, il était en attente de greffe depuis très longtemps, plus de 8 ans, je crois. Enfin, je ne sais plus trop. Son copain, qui était séropositif aussi, voulait voir s'il était compatible pour lui donner un de ses reins, puisqu'on peut faire
dont d'un de ses reins. Enfin, je ne sais pas si tout le monde le sait. Oui, mais Du c'est vivant, c'est ce qu'on appelle le don du vivant. Oui, Et à cause de cette loi-là, qui fait qu'on avait le droit de rien donner jusqu'en 2021, il a même jamais eu les tests de compatibilité. ah oui, il a même pas pu faire la première étape, quoi. Non. On l'a stoppé directement. Alors, je pense qu'il est au courant de… Alors, cette annonce, elle a eu lieu en juillet, ce qui n'était pas le meilleur moment. Moi, j'avoue que je l'ai raté, j'étais en vacances. D'accord. Et sans télé, alors sans Ouais. ordi, je l'ai un peu raté. Mais j'ai revu après. Mais peut-être que là, il faudrait que je lui refasse un mail. Mais normalement, là, au moins, on peut lui faire le test de compatibilité. Et après, je ne sais pas, bon, il y a peu de chances aussi qu'il soit compatible. C'est pas comme au sein d'une même famille. Oui, oui, je vois. Donc, on attend. Au moins, ça a un petit peu avancé. Mais comme je disais, c'est long. Bah Il a déjà, fallu 10 ans pour que ça fasse son chemin. Bon, on a obtenu le truc. Après, il faut que ça fasse ce chemin aussi dans la tête des médecins, de nos infectiologues. Il faut qu'ils le proposent. Et des transplanteurs. Il y avait aussi ça. On pensait que c'était pas bon pour les chirurgiens si jamais ils se coupaient. ah oui, Mais bon, depuis, on a montré que si la charge virale est indétectable, même comme ça, oui, c'est pas la on ne transmission. chope pas. Et puis, au pire, on peut prendre un mois de traitement antirétroviral. Mais normalement, même comme ça, on fait pas. Mais n'empêche, toute cette mise en place et ce combat que vous avez mené, ça illustre bien ce que fait au quotidien le TRT5 et le CHV depuis des dizaines d'années, depuis 30 ans. Les gens ne connaissent pas forcément le rôle de ces associations. Du coup, je trouvais ça bien aussi par le biais de la greffe solidaire, montrer un peu ce que cet organisme, parce que ce n'est pas une association, c'est un organisme C'est un collectif. collectif, fait au quotidien, en fait, qui parfois peut être un peu dans l'ombre. Ouais. Mais alors, heureusement que toutes nos autres actions ne mettent pas autant de temps. Je comprends, parce que sinon, vous êtes des gens très patients. Ouais. En tout cas, je te remercie grandement d'avoir pris le temps de nous expliquer tout ça. Je vous mettrai donc des informations complémentaires sur notre site si vous voulez en savoir plus sur le sujet. Et on passe à un peu de musique, je vous laisse écouter. Nkanu tara yorojana ale mason segima Jarabi tara yorojana ale mason segima Nderini ngabedisa ne jarabi ma fega nyalo nyala Nderini I want to know. Poliza
Vous écoutez Vivre avec le VIH, l'émission qui donne la parole aux séropositifs et à ceux qui les aiment. On continue avec les annonces du cœur. Pour publier un message, rendez-vous sur notre site comitédesfamilles.net à la rubrique Annonces. Il faut vous inscrire avec une adresse mail et renseigner un pseudonyme. Si vous avez des questions ou vous avez besoin d'aide, appelez-nous au 01 40 40 90 25. Bonjour, je suis un homme célibataire de 39 ans, je suis timide, sincère, honnête, sérieux, attentionné, je suis à l'écoute. J'aime les balades, le sport, les sorties, restaurants et autres. Ça fait quelques mois que mon ex s'est séparé parce qu'elle avait autre chose en vue. Donc aujourd'hui, je vends la villa qui se trouve à Bornes-les-Mimosas. Je travaille tous les jours, sauf le week-end. J'espère rencontrer une femme avec qui entamer une relation amoureuse basée sur la confiance et la sincérité. Honnête et gentille, tolérante, attentionnée, sociable, souriante et loyale. Je suis incapable de mentir et en espère autant en retour. Bonjour, je suis un homme célibataire musulman à la recherche d'une femme musulmane, âgée de 30 à 35 ans pour une relation sérieuse et durable. Je suis un homme travailleur et responsable. Je réside en région parisienne. Je suis prêt à m'engager pour celle qui veut partager sa vie avec moi. Bonjour à vous, je suis une femme nommée Sangar. Je suis infirmière dans un service public de l'État vivant en Côte d'Ivoire, un pays situé à l'ouest de l'Afrique de l'Ouest. Je désire rencontrer un homme âgé de 40 ans et plus pour une relation vraiment sérieuse et avoir des enfants. Mon futur mari, peu importe son lieu de résidence, je suis partante et musulmane de religion. Jeune maman libre et épanouie recherche un homme avec qui parler dans un premier temps. 1m70 minimum, un homme confiant qui sait séduire. On se met pas ensemble parce qu'on a le VIH en commun. D'origine africaine de l'Ouest, vivant en Europe si possible, je ne réponds pas aux messages d'Afrique compliqués pour construire et entretenir une relation. لهيتي سنان تلشش إرست أقل سلو الأسراف شوي غتاي هانا الكاس هزر شو الهيد هذه سانتا نداهي هم ورجنيو فلنا مو قسم عم تلسقتو سوي غتاي هانا الكاس أزر شلهي عرتي سانتا رستقل زلوا الأسرف هادس نقاد
ناموس أسلف سويرتاي أنا الكاس أنزل سلهين أرتي سانتا مبتي دوم دغد سيجوم ورس جيتهم ورقيمهم أسويرتاي أنا الكاس أزر سلهي أرتي سانتاس مشكنرني بارن بحر سويرتاي أنا الكاس أزر سلهي أرتي سانتاس نقل أسلف ورجم بولي أريس النف صيغتاي أنا الكاس أزر سلهي أرتي سانتاس أزر سلهي أرتي سانتاس. Vous êtes toujours à l'écoute de Vivre avec le VIH, on passe aux actualités. Les jeunes générations toujours aussi peu informées sur le VIH et le sida. C'est ce que révèle la nouvelle enquête IFOP pour le SIDAction. Le sondage a été mené auprès de 1200 personnes âgées de 15 à 24 ans à travers un questionnaire en ligne qui a été mené entre le 2 et le 9 février 2022. Alors on voit que 69% des sondés se disent bien informés sur le VIH-Sida contre 80% en 2018 et 89% en 2009. La moitié des interrogés savent qu'une personne séropositive au VIH qui est sous traitement ne transmet plus le virus. Ça veut dire quand même que les 50% restants ne le savent pas. On a aussi 52% qui ne connaissent pas le traitement post-exposition, le TPE. Vous savez, ce médicament à prendre après un rapport à risque pour éviter une infection au VIH. On a aussi 63% qui ne savent pas qu'il existe désormais un autotest capable de détecter le virus dans le sang de manière rapide.
Pourtant, une grande majorité des répondants, 76%, disent avoir bénéficié d'un enseignement au cours de leur scolarité, un enseignement ou un moment d'information spécifique sur le VIH. Alors, plus grave, certaines idées reçues persistent et sont stigmatisantes pour les personnes concernées par le VIH. On a 23% des répondants, 15-24 ans je le répète, qui pensent que le virus peut se transmettre en embrassant une personne séropositive au VIH. Plus d'un tiers des personnes sondées estiment qu'on peut contracter le VIH en entrant en contact avec la transpiration d'une personne séropositive ou en buvant dans son verre. Et malheureusement, même estimation pour celles qui pensent que la pilule contraceptive d'urgence ou un produit de toilette intime peut empêcher la transmission du virus. Une nouvelle étude observe que le risque de développer un Covid long chez les personnes non vaccinées est plus importante chez les personnes vivant avec le VIH que la population séronégative. C'est le travail de chercheurs de l'Université de Californie à San Francisco qui a été présenté à la conférence sur les rétrovirus et les infections opportunistes, la Croix 2022. Cette étude elle a été menée sur 39 personnes vivant avec le VIH sous traitement antirétroviral, dont 37 avaient une charge virale indétectable. Ils n'étaient pas vaccinés contre le Covid-19. L'étude a également suivi 43 personnes séronégatives. Alors, dans ces recherches, le Covid long, elle se définit par la persistance de l'infection et des symptômes du Covid-19 depuis plus de 6 semaines. Les chercheurs, ils ont remarqué que les personnes non vaccinées et vivant avec le VIH sont 4 fois plus susceptibles de présenter des symptômes de Covid long que les personnes séronégatives non vaccinées. Alors, sachant cela et pour éviter un Covid long, les auteurs de l'étude expliquent qu'il faut traiter ces patients de manière agressive avec des anticorps et des antiviraux. La situation en Ukraine est un énorme fléau, notamment pour les personnes séropositives au VIH qui vivent sur place et qui se retrouvent avec un accès au traitement considérablement réduit. Les Ukrainiens, devant la guerre engendrée par Vladimir Poutine, n'ont que quelques semaines de traitement sur eux. Ils ont du mal à se procurer des antirétroviraux au cours de leur déplacement, sans parler des structures médicales détruites par les bombes et les chaînes d'approvisionnement médical qui ont du mal à fonctionner correctement. En Ukraine, 250 000 personnes vivaient avec le VIH avant le conflit et selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, environ 28 000 seraient désormais des réfugiés. Parmi eux, on parle quand même de 562 enfants. Partout en Europe, des actions sont menées pour aider les Ukrainiens vivant avec le VIH. Des organismes comme l'EACS, c'est l'European AIDS Clinical Society, et l'OMS travaillent en ce moment même pour mettre en place un protocole de partage d'informations pour aider les patients à savoir où se trouvent les traitements du VIH et comment s'en procurer. Salamana paketriketrika reny ato fa ny fahavalony laseo aloha e manadala miazakazaka ny vidim-piainana mamelo mafy fa tsy azo hitaraina ny politikako manao ny ataony vidy vahoaka amin'ny fomba fanaony manahirana mampisahotaka Kanyakama
mampahoro mandratra amin'ny fo tsy atana fanafanina fanafody satria tena rafitra tsy latranode tena marina amboariny saina minona amin'ny fo fahasalamana tandremy ihany ko zavatra kely de simba ny saina mahaiza mamindra fa sao de mangainy mangaina hoa tena marina misahotaka ny akama misahotaka ny akama ambarany saina zany ambarany saina minona amin'ny fo fahasalamana tandrema amiko misahotaka ny akama taketriketrika ny atovo fa ny fahavalo no lasa olo misahotaka ny akama ny fahatrana atao mamelo mafy asivantiniana kely azafady misahotaka ny akama misahotaka ny akama misahotaka ny akama Vivre avec le VIH, c'est déjà fini. J'espère que l'émission vous a plu et je vous dis à la semaine prochaine.